bienvenue. Ici, nous explorons le monde avec calme et curiosité, pour vous accompagner vers un sommeil doux et apaisé. Pensez à vous abonner et à laisser un like dès maintenant, car dans quelques instants, vous serez déjà prêt à dormir. Fermez les yeux, tout commence. Introduction à l'Empire Khmer et son importance historique. L'Empire Khmer, dont l'épicentre se situait dans la région qui correspond aujourd'hui au Cambodge, émergea comme une puissance majeure en Asie du Sud-Est, entre le 9e et le 15e siècle. Sa fondation officielle est souvent attribuée au roi Jayavarman II, qui vers l'an 816 se déclara Chakravartin, souverain universel, mettant ainsi un terme à de longues périodes de division tribale et posant les bases d'un État centralisé. Ce territoire s'étendait alors sur des régions qui incluent des parties des actuelles Thaïlande, Laos et Vietnam, atteignant une superficie considérable. L'ampleur des constructions monumentales, telles qu'Angkor, témoigne de la richesse et de la complexité politique de cette civilisation. Les raisons de son essor reposent sur une capacité exceptionnelle à organiser des réseaux d'irrigation sophistiqués, essentiels dans un environnement marqué par des saisons contrastées, permettant à l'agriculture risicole de prospérer. La naissance de ce royaume correspond à une période charnière où différentes influences culturelles convergèrent. L'hindouisme et le bouddhisme, apportés par des échanges avec l'Inde et la Chine, s'imbriquèrent profondément dans la société khmer, influençant aussi bien les rites religieux que l'architecture. Les sculptures et bas-reliefs des temples illustrent ainsi des scènes tirées de mythologie avec une précision remarquable, traduisant une intériorisation des techniques artistiques et religieuses venues d'ailleurs, tout en conservant une originalité marquée. La capitale d'Angkor, avec ses dizaines de temples et palais, symbolisait non seulement le pouvoir terrestre du roi, mais aussi sa connexion au divin, essentielle dans le système idéologique de l'époque. La civilisation khmer s'est distinguée par une maîtrise architecturale inégalée dans la région. Le site d'Angkor Wat, le plus célèbre, est souvent présenté comme le plus grand monument religieux du monde. Sa construction, lancée au XIIe siècle sous le règne du roi Suryavarman II, témoigne d'une organisation sociale cohérente et de connaissances avancées en ingénierie. L'alignement précis du temple, les décorations sculptées avec minutie, ainsi que l'utilisation intelligente des matériaux locaux, démontrent une sophistication technique et esthétique rare. Au-delà de sa fonction religieuse, le temple servait aussi de symbole politique et de centre administratif, renforçant le pouvoir royal. Outre Angkor Wat, le vaste réseau urbain et hydraulique conçu par les Khmers montre une capacité d'adaptation et d'innovation remarquable. Par la construction de réservoirs, appelés barrais, et un système complexe de canaux, ils maîtrisaient l'eau, ce qui leur permettait d'assurer la fertilité de leurs terres malgré les fluctuations climatiques. Cette gestion hydraulique faisait partie intégrante de l'équilibre écologique et économique de la région, soulignant l'interdépendance entre environnement et société. La solidité de cette infrastructure joua un rôle crucial dans la durée de la civilisation, permettant une croissance démographique et une prospérité pendant plusieurs siècles. La société khmer était hiérarchisée, centrée autour de deux piliers, la royauté et le clergé. Le roi incarnait le Devaraja, le dieu roi, garant de l'ordre cosmique et terrestre. Sa légitimité reposait sur un mélange de pouvoir politique et de rôle religieux. Cette centralisation culturelle et politique fut une des clés du succès de l'Empire, consolidant son influence aux alentours. Le clergé, composé notamment de brahmanes et de moines bouddhistes, jouait un rôle crucial dans la perpétuation des rites, des textes et des savoirs. Leur implication assurait une continuité spirituelle
et une cohésion sociale indispensable dans un contexte multiculturel. L'expansion territoriale et l'intensification des échanges commerciaux en Asie du Sud-Est ont aussi favorisé l'influence de l'Empire khmer. Il entretenait des relations étroites avec les royaumes voisins et des marchands lointains, notamment à travers la péninsule malaise et la côte locale de la mer de Chine méridionale. Les échanges comprenaient des épices, des textiles, des métaux précieux et des objets d'art, nourrissant à la fois l'économie et la culture locale. Cette ouverture commerciale témoigne d'une adaptabilité et d'un pragmatisme politique. La circulation des idées, des religions et des techniques enrichit en retour la société khmer, la plaçant au cœur d'un réseau dynamique de diversité et d'innovation. Les vestiges archéologiques mis au jour depuis le XIXe siècle ont permis de révéler plusieurs facettes de cette civilisation longtemps méconnue. Les premières explorations européennes ont redécouvert encore au moment où la région relevait d'une influence coloniale, générant une prise de conscience internationale de l'importance culturelle de ce site. La restauration des temples et l'étude des inscriptions ont fourni des informations précieuses sur l'organisation sociale, la spiritualité et les relations politiques. Les recherches récentes utilisant des technologies modernes comme la lidar ont mis en lumière des structures urbaines étendues jusqu'à présent invisibles, confirmant l'ampleur extraordinaire de cet empire. La richesse et la diversité des traditions artistiques issues de l'empire khmer continuent d'influencer la culture régionale contemporaine. Les motifs, les styles architecturaux et les cérémonies ancestrales sont toujours perceptibles dans les pratiques des populations locales, marquant ainsi une continuité historique. Par ailleurs, la perception occidentale de cette civilisation a contribué à une valorisation patrimoniale mondiale, positionnant Angkor comme un symbole universel du génie humain. Le site attire chaque année des millions de visiteurs, fascinés par l'harmonie entre nature et architecture, et par la profondeur historique que ces pierres racontent. Cette introduction à l'Empire khmer révèle ainsi une civilisation exceptionnellement organisée, capable de mobiliser des ressources colossales pour bâtir des constructions monumentales et des infrastructures durables. Son interaction avec les éléments naturels et les multiples influences culturelles en a fait un foyer d'innovation et de rayonnement. La compréhension de cette histoire complexe offre un éclairage précieux sur les dynamiques qui ont façonné l'Asie du Sud-Est et rappelle l'importance de conserver ce patrimoine unique. Ce riche passé trouve naturellement sa continuation dans l'étude plus approfondie des temples d'Angkor et des secrets que leurs pierres dévoilent, ce qui sera exploré dans les chapitres suivants. Fondation et développement d'Angkor. Aux confins de l'Asie du Sud-Est, l'ancienne civilisation khmer s'est épanouie au cœur de la péninsule indo-chinoise. C'est dans ce cadre que s'installe Angkor, une agglomération dont la fondation marque un tournant majeur dans l'histoire politique et religieuse de la région. Datant approximativement du IXe siècle de notre ère, cette capitale témoigne d'une organisation étatique sophistiquée, soutenue par une maîtrise remarquable des techniques hydrauliques et architecturales. L'émergence d'Angkor résulte d'une conjonction de facteurs géographiques et culturels qui encouragent la sédentarisation et l'expansion démographique. Le site est situé dans la vaste plaine inondable de la rivière Tonlé Sap, dont les crues annuelles fertilisent les terres environnantes. Cette abondance naturelle permet de soutenir une population dense tout en offrant des ressources variées, allant de la pêche à l'agriculture intensive. La construction de réservoirs et de canaux, héritage technique central, participe à la régulation de l'eau, assurant la pérennité des récoltes et la stabilité économique nécessaire à la concentration du pouvoir. Politiquement, Angkor devient le siège de la dynastie khmer, notamment sous le règne de Jayavarman II, considéré comme le fondateur de l'empire proprement dit.
Ce souverain instaure la souveraineté divine, fondée sur le concept de Devaraja, c'est-à-dire le roi-dieu, inspirant une centralisation du pouvoir autour de la figure monarchique. Ce principe légitime l'autorité du monarque et lui confère un rôle à la fois religieux et temporel, façonnant l'identité politique de la société khmère pour plusieurs siècles. Sur le plan religieux, la cité se développe comme un centre de culte hindouiste, dont le panthéon se diffuse à travers de majestueux temples en pierre. Angkor Wat en est le principal exemple. Cet ensemble monumental, élevé au XIIe siècle, est dédié au dieu Vishnu et illustre parfaitement la fusion entre pouvoir sacré et architecture symbolique. Les constructions sont pensées pour refléter l'univers cosmique avec des galeries sculptées, des bassins, des sanctuaires et des tours en forme de monts sacrés, illustrant le mont Méru, centre mythique des mondes. Ces édifices deviennent le pivot de la vie religieuse et culturelle khmère. La société khmère organise également un réseau complexe de relations avec les royaumes voisins. Les échanges commerciaux et diplomatiques sont nombreux, permettant le transfert de savoirs techniques, artistiques et religieux. Parmi les influences extérieures, l'hindouisme et le bouddhisme entretiennent un dialogue qui fertilise la spiritualité locale et se manifeste dans l'évolution progressive de la statuaire et des rites. Le bouddhisme culminera plus tard comme doctrine majeure, sans effacer toutefois l'héritage hindou initial qui reste visible dans l'architecture et les traditions. La maîtrise technique des Khmers dans le domaine hydraulique est l'un des facteurs essentiels à la prospérité d'Angkor. Les ingénieurs ont édifié un système d'irrigation exceptionnel capable de stocker des volumes gigantesques d'eau, assurant l'irrigation durant les périodes de sécheresse. Ce réseau favorise la multiplication des récoltes, condition indispensable à l'accroissement de la population et à l'expansion urbaine. Ces travaux colossaux exigent une organisation sociale hiérarchisée et une main-d'œuvre conséquente, soulignant la complexité administrative de l'Empire. Outre l'aspect matériel, la compréhension symbolique des édifices révèle l'importance du sacré dans la vie de la cité. Les temples ne sont pas de simples lieux de culte, mais des représentations du cosmos et de l'ordre moral. Chaque détail inscrit dans la pierre témoigne d'une volonté de relier le pouvoir politique à une vérité cosmique, instaurant une continuité entre les rois, les dieux et le peuple. Cette dimension sacrée confère à Angkor une pérennité culturelle remarquable qui traverse les âges malgré les aléas historiques. La topographie même d'Angkor témoigne d'une planification minutieuse qui allie fonction et symbolisme. Les routes, les bassins et les temples s'organisent selon un schéma géométrique étudié, reflétant des connaissances avancées en astronomie et en géométrie sacrée. Cette conception urbaine manifeste la tentative de maîtriser l'espace, traduisant le recours à des modèles cosmologiques qui indiquaient l'harmonie nécessaire entre l'homme et l'univers. De la sorte, la capitale devient un microcosme destiné à représenter l'ordre du monde. La croissance d'Angkor s'accompagne d'un développement artistique sans précédent dans la sculpture et l'architecture. La finesse des bas-reliefs, la précision des figures divines et la symétrie des édifices expriment un savoir-faire exceptionnel. Ces créations ne se limitent pas à une fonction décorative, mais exposent des récits religieux, des mythes fondateurs et des événements historiques. Ainsi, la pierre devient un véritable support documentaire, permettant aux générations futures de comprendre l'histoire et les croyances de l'Empire khmer. Par ailleurs, la structure sociale révèle des hiérarchies précises qui permettent la gestion efficace de ce vaste ensemble. Le roi est accompagné d'une élite de fonctionnaires, de prêtres et d'artisans spécialisés, chacun jouant un rôle déterminant dans le maintien du système. Cette organisation complexe est indispensable pour coordonner les projets monumentaux, assurer la collecte des impôts et administrer les territoires sous domination khmer.
Les contributions des provinces voisines accroissent la richesse et l'influence de la capitale. La culture khmère, profondément marquée par ses croyances et ses traditions, évolue tout au long de cette période initiale pour s'adapter à des influences diverses tout en préservant ses racines propres. Les rituels animistes coexistent avec le culte des dieux hindous puis bouddhistes, illustrant une capacité d'intégration et de transformation constante. Le rôle des prêtres est alors central, car ils guident la société dans l'observance des rites, la conservation de la cosmologie et l'entretien des temples liés intimement au prestige royal. Cette pérennité culturelle se reflète également dans le système d'écriture khmer qui se développe parallèlement à l'épanouissement d'Angkor. Les inscriptions gravées dans la pierre apportent un éclairage précieux sur les activités politiques, économiques et religieuses. Elles constituent des sources primaires essentielles pour comprendre les dynamiques internes et les relations internationales de l'Empire. Grâce à ces documents, il est possible de reconstituer l'évolution du pouvoir et les stratégies employées par les souverains pour affirmer leur domination. La position stratégique d'Angkor favorise également l'émergence d'une capitale cosmopolite, car la ville attire marchands, artisans, diplomates et religieux venus de pays lointains. Cette diversité humaine contribue à enrichir la vie intellectuelle et artistique, tout en renforçant le rôle d'Angkor dans les réseaux commerciaux maritimes et terrestres. Les routes traversent la péninsule, reliant l'Empire aux royaumes voisins du Siam, de la Birmanie et du Vietnam. Cercle dynamique où s'exercent échanges et influences multiples. Malgré son éloignement géographique, l'Empire khmer est ainsi profondément intégré au monde asiatique plus large. Les idées, les styles artistiques et les religions circulent à travers les contacts diplomatiques et commerciaux. Ces flux favorisent la création d'une culture à la fois locale et universelle. À travers cette dynamique, Angkor devient non seulement un centre politique, mais surtout un foyer d'échange et d'innovation intellectuelle et spirituelle. L'ensemble de ces éléments permet de comprendre pourquoi Angkor connut une ascension remarquable à partir de sa fondation. La maîtrise technique, la centralisation politique, la vitalité religieuse et les réseaux d'échange forment un système cohérent qui encourage la prospérité et la stabilité. Cette période pose les bases d'un héritage durable, dont les vestiges continuent d'impressionner par leur monumentalité et leur délicatesse artistique. Cependant, cette prospérité engendre aussi des défis qu'Angkor devra affronter. La gestion des ressources hydrauliques demande un entretien constant et une adaptation face aux variations climatiques. Les rivalités internes et les contestations du pouvoir royal pourraient aussi émerger. Par ailleurs, le poids démographique et économique impose un équilibre fragile entre croissance urbaine et préservation des terres cultivables. Le passage vers les développements ultérieurs révélera comment ces tensions furent gérées ou exacerbées, entraînant des transformations majeures dans l'organisation de la société khmer. Cette période initiale d'extension d'Angkor offre une toile de fond indispensable à la compréhension de ces évolutions, en montrant notamment les fondations matérielles et symboliques sur lesquelles reposait l'Empire. Ainsi, méditer sur la genèse et l'essor d'Angkor permet d'appréhender la complexité et la richesse d'une civilisation qui sut conjuguer art, religion, ingénierie et politique dans un environnement à la fois propice et exigeant. La capitale khmer incarne un chapitre primordial de l'histoire asiatique, dont les enseignements résonnent encore aujourd'hui à travers l'étude de ses ruines et de ses archives mystérieuses. La découverte continuera donc en abordant les aspects plus spécifiques des grands monuments et des intégrations culturelles qui caractérisent la suite de cette histoire fascinante. L'architecture d'Angkor, un art de pierre. Les vestiges d'Angkor témoignent d'une civilisation d'une maîtrise technique et artistique remarquable, où la pierre
devient langage et mémoire des souverains khmers. Dans la splendeur silencieuse de ces temples se dévoile un savoir-faire minutieux, révélateur d'une organisation sociale et d'une pensée architecturale sophistiquée. Les bâtisseurs d'Angkor ont su transformer la pierre calcaire extraite des carrières voisines en structure durable, pouvant traverser les siècles malgré les aléas climatiques et humains. Au cœur de cette impressionnante cité, le travail de la pierre repose sur une sélection rigoureuse des matériaux. Le grès tendre, facilement taillable à l'origine, servait principalement à sculpter les reliefs et décors, tandis que le latérite, plus résistant mais friable à la taille, constituait la base structurelle des édifices et des fondations. Cette combinaison témoignait d'une connaissance approfondie des propriétés physiques des roches, permettant d'équilibrer esthétique et stabilité. Les techniques d'assemblage dévoilent une ingénierie subtile. Plutôt que d'utiliser du mortier, les blocs étaient ajustés avec une précision telle que les joints sont à peine perceptibles. Le système de rainure et de tenon assure la fixation mutuelle des pierres. Cette méthode démontre non seulement une grande habileté manuelle, mais aussi une compréhension avancée des contraintes mécaniques, permettant aux constructions de résister aux mouvements de terrain et aux tremblements. La rigueur dans la taille des pierres s'accompagne d'une symétrie architecturale impressionnante. Les plans des temples respectaient des proportions précises, basées sur des mesures standards. Ces règles géométriques ne servaient pas uniquement à l'harmonie visuelle. Elles incarnaient l'ordre cosmique selon la philosophie khmer. Chaque temple est conçu comme un microcosme reflétant l'univers, où l'agencement des volumes suit des schémas minutieusement planifiés. L'élévation des monuments révélait également un savoir-faire remarquable. Les tours en forme de lotus, emblématiques d'Angkor Wat, sont construites en blocs superposés jusqu'à atteindre des hauteurs vertigineuses. L'assemblage précis garantit la stabilité, tandis que les sculptures ornementales émaillent chaque surface visible, intégrant à la structure une dimension symbolique forte. La façade devient ainsi un scénario de pierre, racontant les mythes et la grandeur royale. Les chantiers mobilisaient un nombre impressionnant d'artisans spécialisés. Les tailleurs de pierre découpaient les blocs à la main avec des outils en fer et en bronze, procédant par petits coups répétés pour éviter les fissures. Ce processus exigeait une patience extrême, chaque pièce devant s'intégrer parfaitement dans l'ensemble. Parallèlement, des polisseurs intervenaient pour lisser et rehausser l'aspect beau des surfaces, notamment sur les niches et bas-reliefs. La logistique autour des carrières et du transport révèle également une organisation complexe. Les pierres extraites étaient acheminées par voie fluviale, en profitant du réseau dense des canaux et rivières. Cette dimension hydraulique n'était pas qu'un moyen de transport. Elle participait à la symbolique sacrée des sites, où l'eau représentait la vie et la fertilité. Le choix minutieux du parcours et des moyens de manutention témoignent d'une planification méthodique intégrée à la construction. Outre la technique, la conception des espaces intérieurs manifeste une acoustique singulière. Les architectes khmers semblaient conscients de l'impact sonore, créant des volumes et des passages où les voix ou incantations pouvaient se propager doucement. Cette fonction acoustique s'inscrit dans le rituel, où la parole divine ou royale prenait une dimension presque tangible, enveloppant les fidèles dans une ambiance de recueillement. Les décorations sculptées participaient pleinement à la fonction architecturale. Chaque bas-relief, chaque figure divine ou mythologique contribuait non seulement à l'ornementation, mais aussi à l'identification du lieu et à la narration historique. Les images représentaient la création du monde, les exploits des rois et la cosmogonie khmer, inscrivant l'édifice comme un texte sacré, écrit dans la pierre. Cette alliance entre forme et récit accentuait la pérennité culturelle.
La durabilité exceptionnelle de ces constructions doit être aussi attribuée à l'adaptation des techniques aux conditions climatiques tropicales. La résistance à la pluie intense, à la végétation envahissante et aux moussons traduisait une connaissance empirique approfondie. Les architectes ont conçu des galeries couvertes, des systèmes de drainage efficaces et des assises solides pour prévenir le tassement et l'érosion. Ainsi, chaque temple devient une leçon de résistance face à la nature. L'influence indienne sur la mythologie et le style architectural est évidente. Cependant, les artisans khmers ont su créer un langage original, combinant diversité culturelle et innovation locale. Le temple montagne symbolise l'univers, réinterprété selon les croyances animistes et hindouistes propres à cette civilisation. L'épanouissement artistique d'Angkor repose sur cette synthèse, où la pierre traduit un compromis entre héritage et créativité. Les découvertes récentes en archéologie continuent de révéler des détails fascinants sur les techniques de construction. L'analyse des outils, l'étude des alignements et la comparaison avec d'autres sites régionaux suggèrent que les Khmers avaient développé une architecture intégrée au paysage, en harmonie avec la géographie et la cosmologie propres à la région. Cette approche holistique démontre une pensée architecturale d'avant-garde. En conclusion, la pierre, au sein de l'Empire khmer, dépasse sa fonction matérielle pour devenir matrice d'une culture. La complexité de l'art de bâtir à Angkor invite à une réflexion sur l'interaction entre savoir technique et valeurs symboliques. L'héritage architectural transmis par ces structures invite à apprécier la finesse d'un art de la pierre où chaque élément porte mémoire et signification. Ce panorama détaillé de la maîtrise technique engagée dans la réalisation d'Angkor oriente maintenant la réflexion vers d'autres dimensions de la civilisation khmer, notamment son organisation sociale et religieuse, aspects qui seront explorés dans la suite de cette étude, les temples phares et leurs fonctions sacrées. Les temples d'Angkor incarnent le cœur spirituel et politique de l'ancienne civilisation khmer, enveloppés dans une architecture monumentale qui traduit une profonde symbiose entre la foi et le pouvoir. Temporel. Parmi ces édifices, Angkor Wat se distingue comme le plus vaste complexe sacré, conçu à l'origine pour honorer le dieu Vishnu, symbolisant l'ordre cosmique et l'harmonie universelle. Sa disposition précise, centrée autour d'un sanctuaire principal entouré de 4 tours, reflète la montagne mythique Meru, pivot des croyances hindoues et point de jonction entre ciel et terre. Ce temple servait autant de lieu de culte que de symbole impérial, affirmant la légitimité divine du souverain qui déclarait régner sous la protection des dieux. Les bas-reliefs minutieusement sculptés racontent des épisodes épiques du Ramayana et du Mahabharata, illustrant non seulement des récits mythologiques, mais aussi les valeurs morales et le rôle du roi en tant que gardien de la justice. L'orientation du monument, à l'ouest, associée traditionnellement au cycle funéraire, porte à interprétation des liens avec la Renaissance et le voyage de l'âme. Non loin d'Angkor Wat, le temple Bayon présente un contraste saisissant par son architecture énigmatique et ses multiples tours ornées d'énormes visages souriants. Cet édifice marque le passage au bouddhisme sous le règne du roi Jayavarman VII, symbolisant la compassion et la présence omniprésente du Bouddha parmi les fidèles. Les tours aux visages multiples, chacun tourné vers un point cardinal, peuvent être perçus comme la manifestation d'une sagesse universelle attentive aux 4 directions terrestres. Le Bayon engage également une narration complexe à travers ses galeries sculptées illustrant la vie quotidienne khmer, les campagnes militaires et les cérémonies royales. Ces représentations soulignent une volonté de transcender la simple dévotion religieuse pour intégrer la réalité historique et sociale
dans l'expression architecturale. Le temple fonctionnait ainsi comme un espace où se manifestait à la fois le sacré et le pouvoir politique, où culte et mémoire collective s'entrelacent. D'autres sanctuaires, tels Taprom, conservent l'aspect du temple jungle, mêlant architecture et nature, et témoignent d'une symbiose particulière entre l'homme et l'environnement. Souvent consacré aux ancêtres royaux, ce site soulignait le respect envers la lignée dynastique et servait de cadre à divers rites commémoratifs. La disposition spatiale et les inscriptions révèlent l'importance accordée aux offrandes, aux prières et aux processions, constituant un continuum rituel renforçant la cohésion sociale et religieuse. Les temples d'Angkor ne sont pas de simples constructions. Ils incarnent un système de croyances étendu où chaque élément architectural fait écho à une conception cosmologique. Les bassins et les douves, par exemple, représentent les océans primordiaux, tandis que les escaliers, souvent raides, symbolisent l'ascension spirituelle vers les sphères célestes. La pierre sculptée ne se limite pas à l'aspect décoratif. Elle porte un langage codifié, destiné à instruire les fidèles et à affirmer un ordre sacré régi par des lois divines. Dans la pratique rituelle, ces temples accueillaient des prêtres, des moines et le roi, qui participaient à des cérémonies selon un calendrier précis aligné sur des événements calendaires et astronomiques. Ces rituels comprenaient des offrandes, des incantations et des danses sacrées, visant à assurer la prospérité du royaume, la protection contre les forces du chaos et l'harmonie universelle. Ainsi, ces sanctuaires constituaient un point de convergence entre le visible et l'invisible, où l'histoire humaine rencontrait le sacré. Les croyances associées à ces sites sacralisés mêlaient traditions hindoues et bouddhistes, parfois en syncrétisme subtil. Ce mélange reflète une évolution spirituelle qui accompagnait les transformations politiques et culturelles, laissant une empreinte durable sur la société khmère. L'invocation des dieux, des esprits ancestraux et des forces naturelles montre que les temples étaient également des lieux de médiation entre les hommes et les puissances supérieures, offrant un cadre structuré au dialogue religieux. De plus, la fonction politique des temples comme symbole d'unité sociale et de pouvoir centralisé ne saurait être sous-estimée. Le roi, placé au centre de ce dispositif, apparaît comme un intermédiaire privilégié, chargé non seulement de gouverner, mais aussi d'entretenir l'ordre sacré. La mise en scène architecturale et iconographique témoignait de cette double vocation, renforçant l'autorité royale et la stabilité du royaume. Par conséquent, les temples étaient au croisement du divin, du politique et du culturel. En somme, les temples majeurs d'Angkor témoignent d'un système religieux organisé où l'espace sacré, la représentation symbolique et la pratique rituelle s'enchevêtrent pour affirmer la grandeur et la pérennité de l'Empire khmer. Leur beauté architecturale n'est pas simplement esthétique, mais porte une signification profonde, exprimant des valeurs fondamentales qui ont structuré la société pendant plusieurs siècles. Ces monuments, par leur complexité et leur richesse, suscitent un respect qui dépasse le temps, offrant une fenêtre vers la pensée et la foi d'une civilisation remarquable. Alors que s'achève cette description des temples phares et de leurs fonctions sacrées, il devient possible de s'aventurer dans l'étude des aspects plus techniques de leur construction, permettant ainsi de mieux comprendre les défis et innovations qui ont accompagné l'édification de ce patrimoine monumental. Le système hydraulique et son influence sur la civilisation. Le système hydraulique de l'Empire khmer constitue l'un des éléments les plus remarquables de cette civilisation ancienne et complexe. Il reposait sur un réseau élaboré d'anciens réservoirs d'eau, appelés barrais, et de canaux rigoureusement organisés qui irriguaient les terres agricoles. Cette infrastructure remarquable
permettait une gestion optimale des eaux de pluie saisonnières tout au long de l'année, favorisant ainsi une production agricole abondante et régulière. L'importance vitale de cette organisation hydrique dépasse aujourd'hui encore notre compréhension de l'ingénierie ancienne. Les barrets, vastes bassins artificiels, jouaient un rôle central dans ce système. Ils accumulaient d'importantes quantités d'eau pendant la saison des pluies, servant ainsi de réserve pour la période sèche. Leur construction était colossale, certains s'étendant sur plusieurs kilomètres de long. Cette capacité à retenir l'eau permettait de réguler le débit provenant des rivières environnantes, évitant les inondations tout en assurant l'approvisionnement continu des rizières. Leur dimension et la précision de leur implantation témoignent d'une maîtrise technique avancée et d'une organisation sociale capable de mobiliser d'importantes ressources humaines. Le réseau de canaux, qui reliait ces réservoirs, assurait la distribution homogène de l'eau sur les zones cultivées. Grâce à une inclinaison soigneusement calculée, l'eau circulait avec un débit contrôlé. Ces canaux fonctionnaient également comme des moyens de transport fluvial, facilitant les échanges commerciaux à l'intérieur de l'Empire. Leur intégration à la topographie naturelle faisait preuve d'un équilibre entre artifice et nature, ajoutant à l'efficacité globale de ce système. Ce réseau hydraulique était étroitement lié à la croissance démographique et économique de l'Empire, soutenant des populations nombreuses sur une base agricole stable. L'ingéniosité de ce système hydraulique revêtait aussi une fonction symbolique forte, justifiant le pouvoir des rois khmers. Le contrôle de l'eau s'apparente à une manifestation de la domination cosmique, puisque l'eau représentait dans la culture khmère un élément fondamental de la vie et de l'ordre universel. Les infrastructures irriguaient non seulement les champs, mais affirmaient aussi la légitimité divine du souverain en tant que garant de l'harmonie sociale et environnementale. Ce lien entre hydraulique et symbolisme religio-politique souligne la complexité socio-culturelle de l'Empire d'Angkor. L'ampleur des travaux et leur longévité révèlent une planification à très longue échéance. La construction de ces étendues d'eau et de canaux requérait une coordination minutieuse entre ingénieurs, ouvriers et administrateurs. Des inscriptions anciennes suggèrent l'existence de corps spécialisés dans la gestion hydraulique, témoignant d'une administration centralisée efficace et moderne pour l'époque. Cette organisation exemplaire a permis de maintenir l'efficacité du système sur plusieurs siècles, malgré les variations climatiques et politiques. L'importance agricole de ce système ne peut être sous-estimée. La riziculture intensive était la base de l'économie et la production dépendait directement d'une irrigation bien orchestrée. Les hautes terres d'Angkor ne recevant pas directement suffisamment de pluie, le réseau hydraulique permettait de capter, stocker et rediriger l'eau vers les parcelles cultivées, stabilisant rendement et réserves alimentaires. Cette maîtrise hydrologique explique pourquoi la région a pu soutenir une population urbaine dense et contribuer à la richesse et à la longévité de l'Empire. Par ailleurs, l'ensemble du système reflète une adaptation raffinée à l'environnement tropical monsounier. La saison des pluies apportait des volumes d'eau considérables, mais insuffisants en longueur pour la saison sèche. Le défi était de compenser ces fluctuations par des structures capables à la fois de collecter l'eau abondante et de la redistribuer de manière rationnelle. Cette gestion durable des ressources hydriques était au cœur même de la prospérité économique et de la stabilité sociale durant des siècles. Certaines découvertes archéologiques récentes ont permis de mieux comprendre la complexité de ce réseau ancien. Des images satellites et des relevés topographiques montrent que l'Empire d'Angkor comprenait plusieurs bassins parallèles interconnectés, étendus sur des centaines de kilomètres carrés. Ces constructions illustrent une planification stratégique exceptionnelle, où chaque bassin pouvait remplir des fonctions spécifiques, que ce soit la réserve, la canalisation ou la défense contre les crues.
Ces révélations apportent une nouvelle perspective sur le génie civil khmer. L'évolution du système hydraulique a été également liée aux changements politiques et aux besoins démographiques. Au fil du temps, des modifications ont été apportées aux structures existantes pour répondre à des nouvelles exigences agricoles ou urbaines. Cette évolution dynamique reflète une expérience constante de la gestion des eaux, nécessaire pour s'adapter à un environnement changeant. Des preuves indiquent que le système a parfois souffert de négligence, ce qui a contribué aux difficultés ultérieures rencontrées par l'Empire. Le rôle des lacs sacrés et des bassins dans la vie religieuse mérite aussi d'être mentionné. Outre leurs fonctions utilitaires, certaines réserves d'eau étaient intégrées dans des complexes religieux, où l'eau symbolisait la purification. Cette dualité entre fonctions pratiques et symboliques illustre à nouveau le lien étroit entre la gestion de l'eau et la spiritualité khmer. L'importance accordée à ce matériau naturel se manifeste dans l'architecture, les rituels et l'organisation quotidienne. Il est notable que ce système a largement dépassé les besoins immédiats en irrigation. Il participait aussi à la régulation climatique locale. En contribuant à la stabilisation des sols et à la réduction des érosions, ces infrastructures jouaient un rôle écologique primordial. La mise en place d'un réseau d'eau permanent a permis de lutter contre la dégradation des terres dans un contexte humide et parfois imprévisible. Cette conscience environnementale, inscrite dans la technique, témoigne d'une approche holistique à la gestion des ressources. La complexité technique, sociale et symbolique du système hydraulique des Khmers reste un sujet de fascination contemporaine. Ce modèle unique, uni à d'autres aspects de la société angkorienne, a permis à cette civilisation d'atteindre des sommets en matière d'organisation territoriale. La durabilité partielle de ces ouvrages démontre qu'au-delà de leur dimension empirique, ils intégraient des savoir-faire approfondis issus d'une longue tradition. Ces vestiges en pierre et en terre attestent encore aujourd'hui de l'ingéniosité d'une culture disparue. L'étude de ces infrastructures éclaire aussi certains enjeux contemporains liés à la gestion de l'eau dans les régions tropicales. La manière dont les Khmers ont exploité leur environnement pour maximiser la productivité agricole tout en maintenant un système équilibré est une leçon toujours actuelle. L'adaptation aux contraintes climatiques par des technologies anciennes précède ainsi certaines solutions modernes, enrichissant notre compréhension des interactions homme-nature à long terme. Enfin, ce panorama du système hydraulique khmer invite à regarder plus en profondeur les enjeux d'une société organisée autour de la gestion d'une ressource aussi fondamentale que l'eau. Cette gestion a façonné l'histoire d'une civilisation, influençant ses structures politiques, son économie et sa culture. La complexité et la portée de cet héritage nous montrent que la maîtrise des éléments naturels reste au centre des grands succès humains. Cette réflexion conduit naturellement à explorer comment cette organisation technique s'intégrait dans les aspects urbains et architecturaux. Les aménagements hydrauliques ne sont pas dissociables des structures monumentales d'Angkor. Elles en constituent l'épine dorsale fonctionnelle. C'est donc à cette relation profonde entre infrastructure et habitat que la suite de ce voyage consacré à l'Empire khmer nous invite. La société khmer et ses hiérarchies. La société khmer se caractérisait par une organisation sociale complexe qui reposait sur plusieurs niveaux hiérarchiques étroitement liés. Au sommet de cette structure se trouvait la royauté, incarnée par le souverain, considéré non seulement comme un dirigeant politique, mais aussi comme une figure divine. Le roi détenait un pouvoir quasi absolu. Il était le garant de l'ordre cosmique et terrestre. Cette position lui conférait une autorité unique, renforcée par des rituels et des cérémonies qui soulignaient son rôle central dans la société. Sous la royauté, la classe des prêtres occupait une place essentielle dans le maintien de la cohésion sociale. Les prêtres étaient les médiateurs entre le monde humain
et les divinités. Leur savoir religieux et leur maîtrise des rituels contribuaient à légitimer le pouvoir royal et à assurer la prospérité du royaume. Ils géraient à la fois les temples et les complexes religieux, tels ceux d'Angkor, qui servèrent de centre spirituel et économique. Les artisans formaient un autre groupe fondamental dans cette organisation. Ils étaient responsables de la création des œuvres architecturales et artistiques, notamment des célèbres temples de pierre. Leur savoir-faire unique leur permettait d'exécuter des travaux d'une précision remarquable, témoignant d'une maîtrise technique avancée. Ces artisans étaient souvent regroupés dans des ateliers spécialisés, sous la surveillance de superviseurs choisis par la cour. La classe paysanne constituait la base de la société khmer. Ces agriculteurs travaillaient principalement dans la riziculture irriguée, un système sophistiqué garantissant la sécurité alimentaire et la stabilité économique. Leur rôle était crucial pour le soutien de l'ensemble de la population et pour le financement des élites. Les paysans versaient des taxes en nature et en travail, participant ainsi à l'entretien des infrastructures et au financement des projets religieux et royaux. Parmi les autres composantes sociales, on trouve les guerriers, chargés de la défense du royaume et de l'expansion territoriale. Leur importance variait selon les périodes, mais ils jouaient un rôle stratégique dans les conflits et la consolidation du pouvoir royal. Les habitants des villes, commerçants et fonctionnaires formaient une couche urbaine qui assurait la gestion administrative et économique des territoires. Le système des castes ou des classes était souple, mais strict dans ses interactions. La mobilité sociale était limitée et la position de chacun dans cette hiérarchie influençait profondément son mode de vie, ses droits et ses devoirs. La société khmer veillait ainsi au maintien d'un équilibre stable entre les différentes catégories, indispensable à la pérennité de l'empire. Au cœur de cette organisation sociale, la royauté bénéficiait d'un vaste appareil administratif chargé de gérer les terres, les populations et les ressources. Ce réseau de fonctionnaires et d'intendants assurait la collecte des taxes, la mise en œuvre des constructions publiques et la surveillance des rites. La centralisation du pouvoir facilitait la coordination des multiples activités économiques et religieuses. Les temples jouaient un double rôle à la fois spirituel et économique. Ils étaient des centres de pouvoir locaux, propriétaires de vastes domaines agricoles exploités par les populations rurales. Grâce à ces exploitations, les temples assuraient leur autonomie financière et contribuaient au développement économique de la région. Cette organisation permettait aussi de renforcer l'influence des prêtres auprès du peuple. Le système religieux khmer était profondément intégré à la structure politique. La divinité tutélaire du roi était souvent associée à Shiva ou Vishnu, suivant les dynasties et les époques. Cette association conférait au souverain une légitimité sacrée, justifiant son rôle suprême dans la société. Les rituels, certains d'une grande complexité, rythmaient la vie quotidienne et les grands événements. Les différentes classes de la société khmer participaient chacune à un réseau d'échanges et de coopération qui assurait l'équilibre global. Les artisans produisaient des biens nécessaires aux élites et aux cultes. Les paysans garantissaient l'approvisionnement alimentaire, tandis que les guerriers protégeaient les frontières. Cette interdépendance était la clé du succès de l'Empire, favorisant la stabilité sociale et le développement culturel. Les élites de la noblesse khmer jouaient également un rôle dans la gestion des terres et dans l'organisation des travaux publics. Leur statut reposait souvent sur des liens familiaux étroits avec le roi ou avec les hauts fonctionnaires. Ils bénéficiaient de privilèges importants, notamment en matière de propriété foncière, mais avaient en contrepartie des responsabilités dans l'administration locale et la participation aux rituels. Le système de tribus constituait une ressource majeure pour le financement des grands projets impériaux.
Les populations soumises versaient des biens, de la main-d'œuvre ou des produits agricoles à la cour. Cette obligation garantissait la mise en œuvre des travaux de construction et le rayonnement artistique et religieux de l'Empire. La collecte du tribut était organisée selon des règles précises, reflétant la complexité de l'administration khmère. Les artisans du royaume ne se limitaient pas à la pierre. Ils maîtrisaient aussi le travail du métal, la sculpture sur bois et la fabrication de textiles. Leur savoir-faire technique s'exprimait dans des réalisations quotidiennes, mais aussi dans des objets de prestige destinés aux élites. Cette diversité d'activités illustre la richesse culturelle et économique de la société khmère. L'organisation du travail dans les chantiers monumentaux était un enjeu majeur. Les ouvriers recrutés dans les campagnes et les villes étaient regroupés en équipes spécialisées. Chaque groupe avait une tâche précise, allant de la taille des blocs de pierre au décor sculpté. Le bon fonctionnement de ce système nécessitait une coordination rigoureuse, assurée par des superviseurs expérimentés. La vie spirituelle sous l'Empire khmer était fondée sur la coexistence de plusieurs croyances. Ainsi, le brahmanisme, influencé par l'Inde, cohabitait avec des formes de bouddhisme émergentes à certaines périodes. Cette diversité religieuse donnait lieu à des pratiques variées, souvent mêlées dans le cadre des complexes sacrés. Elle manifestait également une grande tolérance au sein de la société. La représentation symbolique du roi comme un dieu sur terre impliquait une série d'obligations. Le souverain devait à la fois protéger son peuple, garantir l'ordre et maintenir l'harmonie cosmique. Ces responsabilités s'exprimaient par la construction de temples, la célébration de rites et l'exercice du pouvoir judiciaire. Cette figure centrale incarnait à la fois la puissance temporelle et la sacralité. Le rôle des femmes dans la société khmère, bien que moins documenté, n'en était pas moins important. Certaines femmes issues des élites pouvaient occuper des positions influentes, notamment grâce à des alliances matrimoniales. Leur participation à la vie religieuse et familiale contribuait aussi à la stabilité sociale. Les femmes étaient présentes tant dans l'agriculture que dans les activités artisanales. Les liens entre les différentes régions de l'Empire étaient maintenus par un réseau de routes et de voies navigables. Ce maillage facilitait les échanges commerciaux et culturels. Il renforçait l'intégration des territoires périphériques et la diffusion des idées religieuses et artistiques. Le contrôle de ces voies constituait un enjeu politique majeur, directement lié à la puissance du pouvoir central. L'Empire khmer manifestait une capacité remarquable à mobiliser des ressources humaines et matérielles. Cette aptitude se traduisait par la réalisation de gigantesques constructions, l'organisation rigoureuse de la société et la gestion d'une économie complexe. La stabilité sociale reposait sur l'articulation habile entre pouvoir royal, clergé, artisans et population rurale, chacun contribuant selon sa place à la grandeur de l'ensemble. Le passage progressif à des formes plus centralisées du pouvoir permit au roi d'affirmer son autorité sur des espaces de plus en plus vastes. Cette évolution impliqua une administration plus développée et une spécialisation croissante des fonctions. La bureaucratie khmère, bien que difficile à reconstituer complètement, témoigne de cet essor organisé. Elle jouait un rôle clé dans la gestion quotidienne de l'Empire. La religion jouait un rôle structurant pour la société et le pouvoir khmers. Les grands temples étaient des symboles tangibles de cette union entre le sacré et le politique. Ils incarnaient dans la pierre les croyances, la hiérarchie sociale et la volonté de perpétuer un ordre établi. Ces monuments ne sont pas de simples constructions, mais les reflets d'une société sophistiquée et bien organisée. Ainsi se dessine le portrait d'une société où chaque individu, selon son rang,
participaient à un ensemble cohérent. Cette harmonie sociale était assurée par des institutions solides, un respect des coutumes et un lien fort entre spiritualité et pouvoir. L'étude de cette organisation révèle un empire capable de créer et de maintenir un équilibre subtil, condition de sa survie et de son rayonnement. De la royauté divine aux paysans laborieux, chaque couche sociale s'inscrivait dans un système interconnecté, indispensable à la grandeur d'Angkor et à la pérennité de la civilisation khmère. Cette structure complexe, malgré les défis qu'elle pouvait rencontrer, témoigne d'un haut degré de sophistication dans l'organisation humaine. À présent, cette compréhension de la société khmère ouvre la voie à une exploration plus approfondie des techniques architecturales qui ont permis l'édification des monuments d'Angkor. Ces techniques, à leur tour, révèlent d'autres facettes de cet empire fascinant. Les écrits et inscriptions, témoins du passé, les inscriptions gravées sur les murs et les stèles d'Angkor, jouent un rôle essentiel dans la compréhension de l'histoire khmère. Ces textes anciens, souvent rédigés en sanskrit et en khmer ancien, constituent des témoins précieux pour les chercheurs. Ils apportent des éclairages uniques sur la vie politique, sociale et religieuse de l'Empire des Khmers, qui a dominé la région du Cambodge et au-delà pendant plusieurs siècles. Les inscriptions, réparties dans diverses structures du complexe d'Angkor, permettent d'établir une chronologie des règnes. Elles détaillent les actions des souverains, notamment la construction de monuments religieux et les réformes administratives. Par exemple, certains rois utilisent ces textes pour afficher leur légitimité divine, décrivant leur rapport avec les dieux hindous ou bouddhistes. Ainsi, la pierre devient un vecteur de propagande politique. Au-delà des monarques, les inscriptions révèlent aussi des informations sur la société civile. Elles évoquent les donations faites aux temples, en terres ou en produits agricoles, permettant d'en comprendre le fonctionnement économique. Des communautés entières sont parfois mentionnées, montrant des aspects de la vie quotidienne et de l'organisation sociale. Ces textes tracent donc un portrait assez complet des habitants d'Angkor. Un sujet récurrent dans ces textes est la description des rituels religieux. On y trouve des récits détaillés des cérémonies dédiées aux divinités, ainsi que des explications sur les symboles et les offrandes. Ces documents illustrent l'importance du culte dans la cohésion de l'Empire, et les inscriptions elles-mêmes créent un espace sacré racontant ces mythes. La pierre devient ainsi une source d'histoire spirituelle. Certaines stèles jouent un rôle mémoriel, inscrivant des événements marquants tels que des conquêtes ou des alliances diplomatiques. Ces témoignages montrent comment l'Empire gérait ses relations avec ses voisins, établissant des vassalités ou entérinant des traités. Grâce à ces documents écrits, on peut suivre les fluctuations de pouvoir dans la région du Mékong, dans des contextes souvent instables. Les inscriptions traduisent également une évolution linguistique. Le passage du sanskrit au khmer ancien indique une appropriation locale des savoirs religieux et administratifs. Progressivement, le khmer devient la langue prédominante des documents officiels, ce qui traduit une indépendance culturelle plus affirmée. Ceci est notable dans les textes plus tardifs d'Angkor, lorsque l'identité khmer se renforce. Le style des inscriptions varie d'un règne à l'autre, avec des différences dans la longueur des textes et leur contenu. Certains textes sont très formels et détaillés, tandis que d'autres restent succincts mais tout aussi informatifs. Ces variations reflètent vraisemblablement les intentions des auteurs, mais aussi les conditions historiques, comme les périodes d'expansion ou de crise. Dans certains cas, les inscriptions comportent des descriptions topographiques ou architecturales. Elles mentionnent la construction des bassins, des chaussées et des temples, soulignant leur importance symbolique et fonctionnelle. Ces indices permettent de mieux comprendre l'aménagement urbanistique du site d'Angkor et la manière dont la géographie a été intégrée aux croyances religieuses.
Les inscriptions incluent parfois des poèmes ou des extraits théologiques, dévoilant une culture raffinée. Cette dimension littéraire témoigne du haut niveau intellectuel atteint à la cour khmère. Les textes révèlent l'importance accordée à la sagesse, à la justice et au dharma, reflétant des valeurs partagées dans tout l'Empire. Il faut aussi souligner les découvertes faites lors des fouilles archéologiques qui ont suivi ces textes. Le déchiffrement des inscriptions a permis de confirmer des hypothèses sur la chronologie des sites et d'identifier certains édifices aujourd'hui en ruine. Ce travail minutieux a renforcé la compréhension globale de l'histoire d'Angkor et a permis d'amorcer des projets de restauration. Enfin, les inscriptions servent à rétablir la mémoire des dynasties oubliées ou peu connues. Elles restituent des noms de souverains et de dignitaires qui, sans ces textes, seraient restés anonymes. Ceci contribue à mieux cerner la continuité politique et culturelle de cet empire, dont les traces restent visibles dans le paysage cambodgien. La richesse des inscriptions d'Angkor dépasse donc le simple témoignage historique. Elles sont au cœur d'un dialogue entre passé et présent, entre pierre et parole. Leur étude continue de fasciner les chercheurs, en alimentant peu à peu la compréhension d'une civilisation majeure de l'Asie du Sud-Est. Cette démarche ouvre naturellement la voie à l'exploration d'autres aspects de l'Empire khmer, en particulier son architecture et sa symbolique religieuse. Les mythes et légendes entourant Angkor. Les récits mythologiques liés à Angkor constituent une part essentielle de la compréhension de l'Empire khmer. Ces histoires anciennes façonnent non seulement l'architecture des temples, mais aussi la perception du monde de ses bâtisseurs. Les mythes, transmis de génération en génération, illustrent une cosmogonie où divinité, nature et pouvoir royal s'entremêlent. Ils expliquent comment la terre et le ciel ont trouvé leur harmonie, conceptualisée dans la pierre, dans un ensemble qui dépasse la simple matérialité. L'un des récits fondamentaux est celui du mont Méru, montagne mythique représentant l'axe du monde dans la culture khmère. Ce mont sacré est souvent symbolisé dans la disposition même d'Angkor, où le temple central évoque le sommet imposant. Selon la croyance, Méru est la demeure des dieux et l'épicentre de la vie cosmique. Cette idée influence la construction d'Angkor Wat, où chaque étage s'élève vers le ciel, traduisant la quête d'une union entre humain et divin. La légende du prélèvement du nectar d'immortalité lors de la bharate cosmique figure aussi parmi les récits clés. Cette histoire met en scène la collaboration entre dieux et démons pour agiter l'océan de lait à la recherche d'Amrita, cette substance conférant l'immortalité. Beaucoup d'éléments sculpturaux à Angkor reflètent cette épopée, soulignant la dualité entre forces opposées œuvrant ensemble. Elle illustre la vision khmère du monde comme équilibre inconstant entre lumière et obscurité. Les mythes liés aux divinités comme Vishnu, Shiva et leurs avatars occupent une place prépondérante. Ces figures sacrées sont omniprésentes dans les reliefs et statues, chacune incarnant une facette des principes universels. Vishnu, par exemple, est souvent représenté en protecteur, garantissant l'ordre et la stabilité. Shiva incarne la transformation et la destruction nécessaires au renouveau. Ces références contribuent à la compréhension de la spiritualité khmère, centrée sur l'enchaînement cyclical de la vie. Les récits relatifs à la fondation d'Angkor sont eux-mêmes empreints d'un symbolisme profond. L'œuvre du roi Jayavarman est enveloppée de légendes qui présentent son règne comme une volonté divine. Ce souverain est souvent considéré comme l'agent par lequel le royaume atteint un âge d'or, incarnant la justice et la piété. L'harmonie qu'il instaure perdure dans les structures, où l'organisation spatiale évoque un ordre cosmique parfait, rappelant la légitimité spirituelle de son pouvoir. Le rôle des Nagas, ces serpents surhumains,
est également décisif. Présent dans de nombreuses cultures, il symbolise la protection, la prospérité et la connexion entre eau et terre. La mythologie khmère évoque ces créatures comme les garants des eaux venues fertiliser les terres. Leurs figures ornent les ponts et balustrades, traduisant une présence invisible mais bienveillante. Le naga est ainsi une protection contre le chaos, assurant la pérennité du royaume. La symbolique de l'eau, omniprésente à Angkor, est lourde de sens. Bassins, canaux et réservoirs incarnent la maîtrise de la nature par l'homme, mais aussi un lien sacré avec l'élément primordial. L'eau est perçue comme source de vie, mais aussi comme représentation de l'océan cosmique. Le réseau hydraulique, ingénieux et complexe, permet de maintenir l'équilibre vital et reflète la compréhension fine des cycles naturels. Cette gestion de l'eau est indissociable des récits légendaires qui expliquent cette interdépendance. Les cérémonies religieuses liées aux mythes occupaient une place cruciale dans la société khmère. Ces rites permettaient d'honorer les divinités, d'assurer la fertilité des terres et la prospérité du royaume. Certains temples fonctionnaient comme des centres de culte où les prêtres récitaient les épopées ancestrales. Ces pratiques rythmaient la vie collective, renforçant le lien entre le monde temporel et l'invisible. Elles participaient à une continuité culturelle essentielle dans la construction du pouvoir royal. Le mythe de la création et de la fondation du monde, souvent intégré dans les décorations d'Angkor Thom, engage une vision intégrale. Des reliefs racontent l'origine des humains et la création des éléments selon la tradition hindouiste adaptée aux croyances locales. Cette narration conçoit l'existence comme une série d'interactions entre forces divines et naturelles. La pierre devient alors un vecteur de mémoire et d'identité, un témoignage pérenne des croyances et d'une vision du monde unifié. La complexité et la richesse des mythes sont aussi une source d'inspiration pour l'ordre social. La figure royale s'apparente au dieu roi, dont le rôle est d'assurer le maintien de l'équilibre universel. Cette conviction guide non seulement la politique, mais aussi l'art et la religion. La passion pour la préservation de cet équilibre est manifeste dans chaque détail sculpté, dans chaque pierre posée, indiquant une profonde conscience du sacré. Cette alliance entre pouvoir et mythe est un pilier de la civilisation khmère. La coexistence du bouddhisme et de l'hindouisme dans l'espace sacré d'Angkor reflète également l'évolution des croyances au fil du temps. Les représentations iconographiques et les récits mêlent des éléments des deux traditions, en témoignant d'une certaine flexibilité. Cette interaction ne crée pas de contradiction, mais enrichit l'univers symbolique répondant à une société diversifiée. Ainsi, les mythes évoluent tout en conservant une structure cohérente, garantissant la pérennité des représentations. Parmi les nombreux personnages mythiques, les divinités féminines occupent une place singulière. Elles incarnent la fertilité, la protection et parfois la destruction nécessaire à l'ordre. Certaines sculptures illustrent leurs attributs, rappelant leur importance dans la vie rituelle et communautaire. Leur présence souligne le rôle complexe des forces féminines dans la culture khmère. Ces figures enrichissent le récit global des croyances, reflétant une vision équilibrée des différents aspects de la vie. Enfin, l'univers d'Angkor est imprégné d'une temporalité particulière, mêlant passé lointain, présent et orientation future. Les mythes ne sont pas figés. Ils vivent à travers les rituels, les constructions et la mémoire collective. Ce lien entre temps et espace contribue à créer une expérience spirituelle tangible. L'ensemble architectural devient alors une sorte de pont entre le monde visible et le monde invisible, offrant un espace où le sacré peut se manifester. Cela conclut l'analyse des mythes comme fondement d'une civilisation exceptionnelle. Cette compréhension des récits mythologiques ouvre la voie
pour aborder l'organisation géographique et les fonctions politiques des sites, révélant la continuité et la complémentarité des aspects culturels au sein de l'Empire khmer. Déclin et abandon progressif d'Angkor. Le déclin progressif de la capitale khmer, Angkor, résulte d'une conjonction complexe de facteurs environnementaux, politiques et militaires qui se sont accumulés sur plusieurs siècles. Située au cœur d'un vaste réseau hydraulique sophistiqué, la cité dépendait largement de ces systèmes d'irrigation pour l'agriculture et l'approvisionnement en eau. Ces infrastructures, bien que brillamment conçues, nécessitaient un entretien constant. Au fil du temps, l'épuisement des ressources et des problèmes liés aux inondations et sécheresses répétées ont fragilisé cet équilibre délicat. L'environnement naturel entourant Angkor joue un rôle crucial dans son déclin. Des études paléo-environnementales montrent que la région connut plusieurs épisodes de sécheresse sévère, alternant avec des périodes d'inondations intenses. Ces événements extrêmes affectèrent gravement la productivité agricole et la stabilité du réseau hydraulique, provoquant des désordres dans l'ensemble de la société. Le système d'eau, essentiel pour conserver la fertilité des sols, commença à se détériorer, réduisant la capacité de la ville à nourrir sa population nombreuse. Parallèlement, des facteurs politiques affaiblirent l'autorité centrale khmer. La complexité de l'administration et la succession de souverains moins compétents ou engagés contribuèrent à une gestion moins rigoureuse des infrastructures vitales. La compétition interne pour le pouvoir entraîna l'affaiblissement de la cohésion sociale et la diminution de la capacité à organiser une réponse collective face aux défis environnementaux. De plus, l'élite dirigeante, absorbée par ces luttes de pouvoir, négligea progressivement le maintien des réseaux hydrauliques. Un autre facteur déterminant fut la pression militaire extérieure. À partir du XIVe siècle, le royaume khmer subit diverses attaques venues des royaumes voisins, notamment de Siam et du Champa. Ces incursions répétées perturbèrent la paix et la stabilité nécessaires à la prospérité d'Angkor. La capitale, autrefois symbole de puissance et de grandeur, se trouva moins protégée et contrôlée. L'instabilité provoqua une migration progressive des élites et des populations vers des zones moins exposées aux conflits. L'impact social et culturel de ce déclin fut considérable. La diminution des ressources et l'affaiblissement politique engendrèrent un déplacement progressif des centres de pouvoir vers d'autres régions, comme Phnom Penh. Les temples, autrefois majestueux et vivants, commencèrent à perdre leur fonction principale. Ce déplacement provoqua également la transformation des pratiques religieuses et culturelles au sein de la société khmer. Les constructions en pierre laissèrent place à des architectures plus modestes et à un mode de vie plus rural. Au cours du XVe siècle, les derniers témoignages directs d'une puissance khmer forte s'effacèrent. Angkor, bien que toujours impressionnante par ses vestiges, cessa d'être un centre politique actif. La ville fut peu à peu envahie par la végétation et l'oubli, ces vastes temples devenant des ruines silencieuses. Ce processus, loin d'être instantané, s'inscrivit dans une longue dynamique de transformation régionale, marquée par des mutations profondes des structures sociales, économiques et politiques. L'étude des archives historiques et des recherches archéologiques contemporaines permet de mieux comprendre cette évolution. Les inscriptions gravées sur les pierres, les analyses des sédiments et les vestiges des systèmes hydrauliques témoignent d'une civilisation brillante mais fragile. L'interaction entre un environnement changeant, des choix politiques inadéquats et des pressions militaires extérieures semble être la cause principale de ce déclin. Cette complexité reflète la réalité commune à de nombreuses grandes civilisations éclipsées. Le cas d'Angkor invite à réfléchir sur l'équilibre nécessaire entre développement humain et respect des contraintes naturelles. La grandeur passée de cette capitale khmer
marquée par des innovations techniques impressionnantes, illumine la capacité humaine à créer de vastes cités adaptées à leurs écosystèmes. Cependant, les limites imposées par la nature et les tensions internes peuvent fragiliser même les plus grands empires, conduisant à leur transformation ou disparition. Ainsi, le lent abandon d'Angkor ne se résume pas à un événement isolé, mais traduit une succession de défis insurmontables accumulés dans le temps. Le passage de la splendeur à la ruine s'observe aussi à travers l'évolution des pratiques agricoles, des stratégies politiques et du tissu urbain. Ces changements sont révélateurs d'une adaptation difficile et partielle aux nouvelles réalités du contexte régional et mondial. Le regard porté sur ce processus enrichit notre compréhension des dynamiques des civilisations anciennes. Dans cette perspective, le cadre historique de la chute d'Angkor s'intègre dans un ensemble plus large des transformations survenues en Asie du Sud-Est. La réorganisation des pouvoirs et des territoires en cette période influença durablement la région, façonnant les identités et les liens culturels qui se perpétuent encore aujourd'hui. Les vestiges d'Angkor continuent à témoigner de cette histoire complexe, invitant à une approche approfondie et nuancée des rapports entre l'homme et son environnement. Cette réflexion ouvre également la voie à l'exploration des conséquences contemporaines de ce passé ancien. Les recherches actuelles sur la gestion de l'eau et le changement climatique trouvent en Angkor un cadre d'études pertinent pour comprendre les défis modernes. Le parallèle entre les risques historiques et les enjeux actuels souligne l'importance de la durabilité dans la planification urbaine et agricole. Ainsi, la mémoire d'Angkor sert non seulement à préserver un héritage patrimonial, mais aussi à guider les pratiques futures. L'analyse du déclin d'Angkor révèle donc une mosaïque de facteurs imbriqués, dans lesquels les limites écologiques, les rivalités politiques et les conflits militaires se conjuguent pour transformer radicalement un empire autrefois florissant. En poursuivant l'exploration de cette histoire, le regard peut se tourner vers les effets plus précis de ces transformations sur les populations et les territoires environnants, ainsi que sur les héritages architecturaux et culturels spécifiques conservés jusqu'à nos jours. Cette compréhension plus fine invite à poursuivre le récit dans la suite de cette étude. La redécouverte et la conservation moderne. Au XIXe siècle, la redécouverte d'Angkor s'inscrit dans un contexte où l'Europe nourrit un intérêt croissant pour les civilisations anciennes et les mystères de l'Asie du Sud-Est. Cette époque est marquée par l'exploration systématique des territoires encore méconnus, et la région du Cambodge attire des aventuriers, des artistes et des savants fascinés par les ruines spectaculaires qui émergent de la jungle dense. Parmi eux, Henry Mouhot occupe une place particulière. Bien qu'il ne soit pas le découvreur initial d'Angkor, ses récits, notamment celui de son périple en 1840, popularisent la grandeur oubliée de cette cité historique. Son journal décrit avec précision les dimensions impressionnantes des temples, éveillant ainsi l'imagination et suscitant l'envie de mener des investigations plus poussées. Ses premiers pas vers la connaissance scientifique d'Angkor sont rapidement suivis par des travaux méthodiques d'archéologues français, engagés dans une entreprise de sauvegarde et de restauration du site. L'École française d'Extrême-Orient, créée en 1886, s'investit dans l'étude approfondie des vestiges khmers et dans l'élaboration de techniques adaptées à la restauration des structures en pierre. Les fouilles entreprises permettent non seulement de dégager les monuments enfouis sous la végétation, mais aussi de comprendre la complexité des systèmes hydrauliques, des réseaux routiers et des infrastructures urbaines désignant le rayonnement d'une société ingénieuse et organisée. Ces observations contribuent à reconstituer l'histoire politique, religieuse et sociale de l'Empire khmer, dont l'apogée s'étend entre les 9e et 15e siècles. La restauration des temples ne se limite pas à une simple remise en état physique.
Elle soulève également des questions d'éthique patrimoniale. Maintenir la stabilité des structures, tout en conservant l'authenticité des matériaux, constitue un défi permanent, complexe face aux forces de la nature et au temps. Les spécialistes ont recours à des méthodes innovantes, telles que la consolidation discrète des pierres, l'identification chimique des liants originaux et l'utilisation d'outils non invasifs pour l'analyse. De plus, la gestion des flux touristiques, en croissance constante depuis le XXe siècle, exige une organisation rigoureuse afin d'éviter la dégradation accélérée des reliefs sculptés et des bas-reliefs racontant des épisodes légendaires ainsi que l'épopée historique du peuple khmer. Parallèlement aux efforts de restauration matérielle, la notion de patrimoine mondial trouve un écho particulier dans la reconnaissance internationale du site d'Angkor. Inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO à la fin du XXe siècle. Ce statut assure une vigilance accrue et une collaboration entre institutions cambodgiennes et organisations internationales, visant à préserver la richesse culturelle tout en éveillant la conscience collective sur l'importance de ce legs millénaire. La protection de ce lieu trouve aussi un prolongement dans les programmes éducatifs et dans la diffusion de connaissances auprès des communautés locales, dont le rôle est crucial dans la pérennisation des savoir-faire artisanaux et dans la valorisation d'une mémoire vivante. Le recours aux avancées technologiques modernes s'ajoute à ces efforts pour documenter et analyser le site avec une précision grandissante. Des relevés tridimensionnels, des photographies aériennes par drone et des études géophysiques permettent de dévoiler des aspects jusque-là invisibles à l'œil nu. Ces procédés offrent un panorama exhaustif de l'agencement spatial d'Angkor et révèlent des détails jusque-là méconnus, tels que des constructions enfouies, des voies de circulation ou des dispositifs hydrauliques complexes. Cette approche scientifique renouvelée ouvre la voie à des interprétations plus fines des usages quotidiens et religieux du site, enrichissant ainsi la compréhension globale de la civilisation khmer. Cependant, la conservation d'Angkor n'est pas exempte de défis. Le changement climatique provoque aujourd'hui des effets néfastes sur la stabilité des vestiges, notamment par l'alternance d'épisodes de forte sécheresse et de violentes pluies. L'érosion des pierres, amplifiée par l'humidité et les variations de température, fragilise les bas-reliefs et les structures majeures. Les gestionnaires doivent anticiper ces phénomènes pour adapter leurs interventions et garantir la sécurité des visiteurs comme la sauvegarde du site. Ces enjeux soulignent la nécessité d'une collaboration internationale constante qui mêle expertise locale et innovation globale. L'implication des communautés cambodgiennes constitue un pilier fondamental dans la dynamique de préservation. Depuis plusieurs décennies, des programmes de formation et de sensibilisation sont développés pour encourager une relation durable entre habitants et patrimoine. Ces efforts favorisent la transmission des traditions artisanales, telles que la taille de pierre, la sculpture et les techniques de restauration héritées, tout en intégrant des pratiques contemporaines respectueuses du site. Cette interaction culturelle permet de faire perdurer le lien historique entre le peuple khmer et son environnement matériel, consolidant ainsi une identité collective fondée sur le respect et la valorisation du patrimoine. La dimension touristique, quoique parfois source de pression, est également perçue comme un levier de mise en valeur et de financement de la conservation. Un équilibre est recherché pour conjuguer accessibilité et protection en instituant des réglementations strictes limitant les accès à certaines parties sensibles et en organisant des circuits dédiés. Par ailleurs, des initiatives de sensibilisation aux valeurs patrimoniales auprès des visiteurs contribuent à réduire les comportements susceptibles de nuire à l'intégrité des vestiges. Cette approche intégrée s'inscrit dans une logique de développement durable, combinant respect de l'environnement, valorisation culturelle et bénéfices économiques.
Enfin, la recherche archéologique continue d'évoluer grâce à l'échange permanent entre spécialistes de divers horizons. Des congrès internationaux, des publications spécialistes et des collaborations multisectorielles renforcent la connaissance scientifique tout en diffusant des pratiques exemplaires. Cette dynamique collective permet de redéfinir les contours historiques d'Angkor, d'affiner les datations des monuments et des phases d'occupation, et d'apprécier la diversité des influences artistiques et culturelles. Les avancées récentes témoignent d'une compréhension toujours renouvelée de cette civilisation. Longtemps réduite à ses mystérieuses pierres, désormais perçue dans sa richesse humaine et son contexte historique. Ce parcours de la redécouverte à la conservation contemporaine souligne la complexité et l'importance d'Angkor, non seulement comme vestige archéologique, mais comme patrimoine vivant témoignant d'une civilisation majeure. La conjugaison des savoirs, des techniques et des engagements individuels et collectifs permet de poursuivre cette œuvre ambitieuse de sauvegarde, pour que les pierres anciennes continuent à raconter, sans cesse renouveler, les récits d'une époque grandiose. Cette réflexion prépare ainsi le terrain pour examiner l'évolution historique et les dynamiques culturelles propres à l'Empire khmer dans sa période d'apogée. Encore dans la culture contemporaine, Khmer Angkor demeure une présence incontournable dans l'imaginaire cambodgien contemporain, symbole puissant et pérenne d'une civilisation ancienne dont les vestiges façonnent encore l'identité nationale. Les ruines majestueuses de ce site millénaire ne se limitent pas à un héritage archéologique. Elles incarnent un miroir dans lequel la société cambodgienne reconnaît ses racines et ses valeurs. Leur influence s'étend bien au-delà des frontières physiques du parc archéologique pour imprégner divers aspects de la culture, de l'art et de la vie quotidienne. Sur le plan identitaire, Angkor joue un rôle central dans la construction du récit national cambodgien. Ce patrimoine monumental est souvent présenté dans les discours officiels et les manuels de scolaires comme la preuve d'une grandeur passée, capable de redonner confiance et fierté à un pays qui a connu des périodes d'instabilité. La représentation d'Angkor figure sur le drapeau national, un témoignage tangible de son importance symbolique. Cet élément graphique illustre la continuité entre un passé glorieux et une modernité en quête de sens et de cohésion. Dans la sphère artistique contemporaine, les échos d'Angkor résonnent dans de nombreuses expressions culturelles. Peinture, sculpture et même art textile s'inspirent des motifs retrouvés sur les murs des temples, tels que les nagas ondulants ou les apsaras célestes. Les artistes contemporains intègrent ces formes dans leur création, mêlant tradition et innovation pour refléter une identité cambodgienne actualisée. Cette référence constante à l'imagerie angkorienne participe à la valorisation et à la reconnaissance d'une richesse culturelle unique à l'échelle internationale. L'architecture moderne au Cambodge témoigne également de cette influence persistante. Plusieurs bâtiments publics et privés reprennent des éléments typiques de l'époque angkorienne, cet art des pierres finement sculptées et des proportions harmonieuses. Cette démarche traduit un désir de renouer avec un style local, de valoriser une mémoire collective tout en répondant aux exigences fonctionnelles actuelles. Il ne s'agit pas simplement de reproduire le passé, mais plutôt de le réinterpréter pour construire un environnement bâti porteur de sens et d'appartenance. Le tourisme constitue un secteur économique important pour le Cambodge et Angkor en est la figure de proue incontestée. Des millions de visiteurs du monde entier affluent chaque année pour admirer les temples et se plonger dans l'atmosphère unique qui s'en dégage. Cette fréquentation a favorisé la mise en place de structures permettant la conservation et la promotion du site, ainsi que la sensibilisation à la richesse culturelle khmer. Il en résulte un équilibre délicat entre valorisation et préservation, un défi majeur
pour les autorités et les communautés locales. Par ailleurs, la médiation culturelle autour d'Angkor se déploie à travers des musées et centres d'interprétation qui cherchent à présenter le site dans sa complexité historique et spirituelle. Ces espaces offrent aux visiteurs des clés pour comprendre l'ampleur et la diversité de la civilisation khmère ancienne. L'objectif est aussi de stimuler une réflexion sur la manière dont ce patrimoine est perçu, vécu et préservé dans un contexte où les enjeux économiques et politiques se mêlent aux préoccupations culturelles. La question de la transmission générationnelle est essentielle dans cette dynamique. Les jeunes Cambodgiens sont invités à se réapproprier leur histoire et leur culture, afin d'en assurer la pérennité. Des programmes éducatifs intégrant la connaissance d'Angkor favorisent ainsi l'éveil d'une conscience historique et culturelle chez les enfants et adolescents. Cette démarche participe à la construction d'une identité collective fondée sur la connaissance et le respect du patrimoine, mais aussi sur la prise en compte des enjeux contemporains. Dans le domaine religieux, bien que le bouddhisme Theravada domine aujourd'hui au Cambodge, les influences de l'hindouisme et des cultes animistes anciens, visibles à travers les sculptures d'Angkor, persistent dans certaines pratiques et croyances. Le site est fréquemment un lieu de pèlerinage où se mêlent traditions ancestrales et rituels bouddhistes, témoignant ainsi d'une continuité syncrétique. Ces manifestations spirituelles renforcent la valeur sacrée des temples et leur place dans la vie collective. Le rôle d'Angkor dans la diplomatie culturelle mérite également d'être souligné. Ce site emblématique sert de vecteur pour les échanges internationaux, mettant en lumière le patrimoine khmer à l'échelle globale. Les collaborations scientifiques et les projets de restauration conjoints témoignent d'un intérêt partagé pour la conservation de ce trésor commun. Cette reconnaissance globale contribue à renforcer le sentiment d'appartenance des Cambodgiens à une communauté mondiale qui valorise la diversité culturelle. Ainsi, la relation entre le Cambodge contemporain et Angkor est une matrice complexe, où passé et présent s'entrelacent harmonieusement. Le site dépasse la seule dimension historique pour devenir un repère identitaire, un moteur économique et un catalyseur culturel. Cette interaction dynamique favorise la construction d'un avenir qui s'inscrit dans la continuité d'une tradition millénaire, tout en s'adaptant aux réalités du monde actuel. Cette évolution constante nourrit une réflexion profonde sur la manière dont le patrimoine peut être intégré dans la vie moderne, sans pour autant perdre son essence ni son authenticité. Il importe de maintenir un équilibre entre conservation et innovation, entre mémoire et modernité, pour que la richesse d'Angkor continue d'éclairer le parcours du Cambodge et de ses habitants. Ce lien durable entre le passé et le présent ouvre la voie à une compréhension toujours renouvelée de ce que signifie appartenir à une culture, à une histoire et à une communauté. La présence tangible des pierres ancestrales dans les paysages contemporains invite à un dialogue entre les générations, nourrissant l'imaginaire collectif et les projets à venir. En perspective, ce rapport entre Angkor et la société cambodgienne contemporaine offre un cadre d'étude fascinant pour appréhender les processus de construction identitaire, mais aussi les enjeux liés à la gestion d'un patrimoine exceptionnel. Cette réflexion amorcée se poursuivra dans la prochaine partie, qui explorera plus en détail les techniques architecturales et les innovations techniques ayant permis l'édification de ce chef-d'œuvre khmer. Réflexion finale sur l'héritage immatériel d'Angkor. L'Empire khmer, dont le cœur battant fut jadis Angkor, représente un témoignage exceptionnel de l'ingéniosité humaine et de la continuité culturelle au fil des siècles. Le site, avec ses temples de pierre monumentaux et ses bas-reliefs complexes, offre une fenêtre sur une civilisation qui a su intégrer architecture, spiritualité et administration d'une manière cohérente. Cette harmonie atteinte
marque la permanence d'un savoir-faire transmis au cours du temps, dépassant largement les limites matérielles que nous pouvons observer. Ces ruines, bien que fascinantes en elles-mêmes, ne sont finalement que le point d'ancrage d'un héritage immatériel profondément enraciné. La mémoire collective autour d'Angkor s'inscrit dans une dynamique vivante. Ce patrimoine transcende le simple aspect archéologique pour toucher à l'essence même de la culture khmère contemporaine. Les pratiques religieuses, les rituels saisonniers et les arts locaux continuent de s'inspirer de ces traditions anciennes, insufflant un sentiment d'appartenance persistante. Par conséquent, la compréhension des pierres sculptées, des alignements précis et des configurations architecturales ne se réduit pas à une lecture statique, mais devient un dialogue entre passé et présent, nourri par la mémoire communautaire. Les savoirs techniques nécessaires à la construction d'Angkor témoignent d'une maîtrise remarquable des ressources naturelles et environnementales. Le système hydraulique, par exemple, conçu pour contrôler les eaux des moussons, révèle une organisation sociale sophistiquée, capable de mobiliser et de gérer des forces collectives pour assurer la pérennité de la cité. Ces stratégies ont permis non seulement d'embellir la capitale, mais aussi d'en garantir la survie face aux aléas climatiques, illustrant l'adaptabilité et la résilience à long terme des sociétés khmères. La symbolique des temples d'Angkor est intimement liée aux croyances religieuses, principalement hindoues puis bouddhistes, qui infusaient chaque élément avec un sens cosmologique. La disposition des sanctuaires reproduit un microcosme de l'univers, ordonné selon des principes spirituels rigoureux. Cette organisation spatiale invite à une réflexion sur la place de l'homme dans le monde, sur son rapport au divin et sur la manière dont l'architecture peut être le vecteur d'une pensée métaphysique. Ces concepts ont perduré sous des formes évolutives, marquant la culture locale d'une empreinte durable. Outre la dimension spirituelle, l'héritage d'Angkor est aussi lié à une mémoire historique complexe, ponctuée de conquêtes et de réinventions successives. L'Empire khmer a été à la fois un acteur majeur de la géopolitique régionale et une entité culturelle unique, enrichie par des échanges avec les royaumes voisins. Cette histoire, inscrite dans la pierre et prolongée par des sources écrites variées, permet une reconstruction progressive des dynamiques politiques, sociales et économiques ayant façonné cette région du sud-est asiatique. Ces couches multiples nourrissent une compréhension approfondie des mécanismes de pouvoir et de la vie quotidienne. Les pierres d'Angkor racontent aussi l'histoire des hommes qui les ont sculptées, porteurs de savoirs artisans essentiels. La transmission orale et pratique entre générations a joué un rôle fondamental dans le maintien des techniques de taille et d'assemblage, ainsi que dans la conservation des motifs iconographiques. Cette chaîne de connaissances intègre une dimension humaine souvent négligée. Les artisans comme gardiens culturels, dont la créativité et l'expertise ont permis à l'Empire de s'exprimer avec une telle richesse visuelle. Ils symbolisent la continuité d'un art vivant, au-delà de la simple matérialité. Au fil des siècles, la redécouverte d'Angkor a suscité un intérêt croissant à l'échelle mondiale. Des explorateurs, archéologues et scientifiques ont apporté des éclairages nouveaux tout en interrogeant les limites des approches traditionnelles. La valorisation de ce patrimoine repose ainsi sur un dialogue constant entre recherche académique, conservation et protection, et sur une prise de conscience globale de son importance. Ce processus encourage une lecture décentrée, où le site n'est plus vu uniquement comme une curiosité exotique, mais comme un élément clé du patrimoine universel de l'humanité. Dans le contexte contemporain, Angkor représente également un enjeu pour le Cambodge et ses habitants. Les questions liées à la gestion touristique, à la restauration et à la préservation posent des défis complexes. Il s'agit d'équilibrer la valorisation économique
avec la responsabilité de protéger les traces du passé, dans le respect des sensibilités locales. Cette dynamique encourage une implication collective, invitant à repenser les modèles de conservation à travers une éthique qui conjugue respect du temps long et adaptation aux exigences présentes. La transmission des valeurs liées à l'Empire Khmer dépasse la sphère strictement patrimoniale. Elle nourrit une identité nationale fondée sur la reconnaissance d'un héritage commun. La célébration des fêtes traditionnelles, l'enseignement de l'histoire locale dans les écoles et la pérennité des arts populaires sont autant de manifestations vivantes de cette continuité. Ainsi, Angkor devient un symbole permettant de tisser des liens entre les générations, au-delà des transformations sociales et politiques qui traversent le Cambodge depuis plusieurs décennies. Au-delà des frontières du Cambodge, l'image d'Angkor est également un vecteur de dialogue interculturel. Les échanges académiques internationaux, les collaborations artistiques et les initiatives culturelles contribuent à faire connaître la richesse de cet héritage. Cette ouverture stimule une compréhension mutuelle, valorisant la singularité d'un site unique tout en insistant sur sa dimension universelle. De cette interaction découle une responsabilité partagée de la préservation, où chaque communauté peut participer à la sauvegarde collective d'un trésor historique mondial. Enfin, la réflexion sur l'héritage immatériel d'Angkor invite à contempler la nature même de la mémoire. Celle-ci ne se limite pas aux vestiges visibles, mais s'incarne dans la capacité humaine à transmettre des savoirs, des croyances et des valeurs. Le maintien de cette mémoire dans les pratiques sociales et religieuses marque la vitalité d'un passé qui ne cesse de se réinventer à travers le regard de ceux qui continuent d'habiter ces terres. Cette perpétuation souligne combien les pierres, les sculptures ou les inscriptions ne sont que les témoins tangibles d'un récit vivant en constante évolution. Le parcours entamé à travers l'histoire d'Angkor montre que la véritable richesse de ce site ne réside pas uniquement dans ses constructions monumentales, mais dans l'interaction complexe entre l'homme et son environnement, entre le spirituel et le politique, entre le temps passé et le présent. Cette dynamique invite à une approche holistique, intégrant les multiples dimensions qui font d'Angkor un lieu à la fois historique, culturel et spirituel. Cette compréhension globale ouvre la voie à un regard renouvelé sur le patrimoine, accordé à sa nature profonde. Ainsi, la découverte d'Angkor illustre une leçon fondamentale sur la manière dont les civilisations se construisent et se transmettent, évoluant dans un contexte d'interconnexion entre tradition et innovation. L'exemple khmer rappelle combien toute création humaine porte en elle une double dimension: la fragilité face au temps et la capacité à perdurer par le lien qui unit les générations. Ce paradoxe invite à réfléchir aux défis actuels de la conservation du patrimoine, tout en honorant la continuité des mémoires et des savoir-faire. Les vestiges d'Angkor, bien plus que des pierres silencieuses, incarnent une présence culturelle persistante qui traverse le temps. Ils témoignent d'une ambition collective et d'une vision qui, malgré les vicissitudes historiques, reste palpable aujourd'hui. Ce legs immatériel, hérité des anciens bâtisseurs et des communautés qui les ont précédés, offre une source d'inspiration et un rappel de la richesse des interactions humaines dans leur diversité et leur complexité. Dans la perspective de la poursuite des réflexions, il convient d'aborder les évolutions récentes, notamment autour des enjeux de développement durable et de participation locale dans la gestion du patrimoine. Ces questions s'inscrivent dans une continuité ancienne, où l'interaction entre société et environnement constitue le cœur de l'histoire d'Angkor. Cette dimension contemporaine ouvre un nouveau chapitre dans l'étude et la valorisation de l'Empire Khmer, appelant à une prise en compte équilibrée des héritages matériels et immatériels. L'exploration patiente et respectueuse de cette réalité invite à considérer Angkor
non pas comme un ancien site figé dans le passé, mais comme une entité vivante qui continue d'influencer les imaginaires et les pratiques actuelles. La reconnaissance de cette vitalité renouvelée conforte la nécessité de mettre en œuvre des politiques inclusives, associant les populations locales et les acteurs internationaux dans une démarche de préservation consciente et partagée. Cette réflexion finale souligne que la compréhension d'Angkor et de l'Empire khmer ne peut être réduite à une étude isolée des ruines. Elle implique un engagement intellectuel, culturel et éthique visant à saisir la richesse des interactions historiques et la profondeur des héritages immatériels. C'est dans cette perspective que se forge une approche respectueuse, capable de transmettre aux futures générations la complexité et la beauté de ce patrimoine exceptionnel. Ainsi s'achève cet examen de l'héritage immatériel d'Angkor, fruit d'un long processus historique et culturel. Cette synthèse prépare le terrain pour aborder les questions actuelles relatives à la gestion patrimoniale et aux perspectives d'avenir, qui seront au cœur de la suite de cette exploration. Cela invite à poursuivre ce voyage dans le temps et les idées, à la découverte des enjeux contemporains et des responsables du devenir de ce trésor mondial.